Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet à la fois complexe et franchement redoutable, le virus Ebola. Le but ici, ce n'est pas juste de faire un cours de biologie, mais de vraiment comprendre la nature de cette menace et la façon dont le monde entier s'organise pour y faire face. Alors on va explorer ensemble les faits, la science et les efforts mondiaux déployés pour contrer l'une des maladies virales les plus intenses de notre époque. C'est parti. 15 000. On commence tout de suite avec ce chiffre parce que ce n'est pas juste une donnée sur un écran. C'est littéralement le nombre de vies que le virus Ebola a fauché à travers l'Afrique au cours des 50 dernières années. Ça pose tout de suite le décor, n'est-ce pas? Pendant un demi-siècle, ce virus s'est imposé comme l'une des maladies les plus mortelles au monde. Il frappe vite, fort et laisse des traces indélébiles dans les communautés touchées. Donc on ne parle pas du tout d'une menace théorique, mais bien d'une réalité tragique, et on va le voir, toujours d'actualité. Ce qui nous amène à notre première partie, une urgence sanitaire mondiale. Parce que oui, cette menace n'appartient pas qu'au livre d'histoire. L'actualité nous rattrape avec une nouvelle épidémie qui frappe actuellement la République démocratique du Congo. À l'heure où on se parle, les données font état d'au moins 87 décès sur place. Et le truc qui inquiète vraiment les autorités sanitaires, c'est que la menace s'étend. Un décès a été signalé juste à côté, en Ouganda. C'est exactement le scénario catastrophe qu'on cherche à éviter à tout prix, la propagation au-delà du foyer initial. L'Organisation mondiale de la santé a donc réagi formellement. Mais attention, point très important, l'OMS a bien pris soin de ne pas qualifier la situation de pandémie. C'est une distinction fondamentale dans le jargon médical. Alors, comment l'OMS définit-elle la situation si ce n'est pas une pandémie? Eh bien, ils ont déclaré une USPPI. Derrière cet acronyme se cache l'urgence de santé publique de portée internationale. Concrètement, pour que l'OMS déclenche ça, il faut que l'événement coche des cases bien précises. Il doit être soudain, inhabituel ou inattendu, et il doit menacer activement de traverser les frontières. Pour vous donner une idée de la gravité du truc, dites-vous que c'est le même niveau d'alerte qui a été déclenché récemment pour le Covid-19 ou encore le virus Mpox. Bref, c'est un énorme signal d'alarme pour mobiliser des ressources aux quatre coins de la planète. Allez, passons à la deuxième partie, origine et transmission. Pour savoir comment stopper un tel virus, il faut impérativement comprendre d'où il vient. Et pour ça, on doit remonter le temps jusqu'en 1976, date de sa toute première découverte officielle dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. D'ailleurs, petit fait historique assez fascinant, le nom Ebola ne sort pas nulle part. C'est tout simplement le nom de la rivière qui coulait tout près du tout premier site épidémique identifié. C'est fou de se dire que l'identité même de ce virus reste à tout jamais attachée au lieu géographique précis où la science a croisé son chemin pour la première fois. Mais alors, que fait ce virus quand il n'infecte pas les humains? C'est là que la chaîne de transmission entre en jeu et c'est passionnant. Au départ, les experts estiment que le virus se cache chez les chauves-souris frugivores, qui sont ses porteurs naturels. Fait incroyable, ces chauves-souris hébergent le virus sans jamais en tomber malade. Ensuite, deuxième étape, le virus se transmet à d'autres animaux de la forêt, comme les grands singes, les antilopes ou même les porcs épics. Et ce n'est qu'à la troisième étape, souvent par un contact direct avec ces animaux infectés, que le virus fait ce fameux saut d'espace redoutable pour atterrir chez l'homme. Et une fois que l'homme est infecté, comment ça se propage entre nous? Là, il faut absolument dissiper une idée reçue tenace. Ebola ne se transmet absolument pas par l'air. Oubliez la transmission par voie aérienne comme pour certaines maladies respiratoires. Pour qu'Ebola passe d'un humain à l'autre, il faut un contact direct et physique avec les fluides corporels d'une personne malade. On parle du sang, du vomi et d'autres sécrétions. C'est aussi pour ça qu'un facteur culturel majeur entre en jeu, les pratiques funéraires traditionnelles. Ces rituels impliquent très souvent un contact étroit avec le corps du défunt, ce qui, malheureusement, a énormément contribué à accélérer la diffusion du virus au sein des communautés touchées. On aborde maintenant notre troisième partie, symptômes et progrès médicaux. Concrètement, il se passe quoi dans le corps lors d'une infection? Eh bien, il y a d'abord une phase d'incubation, totalement silencieuse, qui peut durer de 2 jours à 3 semaines. Puis, ça frappe très fort. Les premiers signes ressemblent à pas mal d'autres petites infections. Une fièvre soudaine, une grosse fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête. Mais la situation dégénère à une vitesse ahurissante. La personne va ensuite souffrir de vomissements, de diarrhée, de douleurs abdominales intenses et d'éruptions cutanées. Au stade critique, le virus s'attaque directement aux organes, provoquant leur défaillance globale, avec ce qui caractérise tragiquement la maladie, des hémorragies internes et externes massives. Face à un tel déferlement biologique, le risque de mortalité grimpe en flèche. Face à un tableau clinique aussi sombre et dévastateur, une question évidente s'impose à nous. Comment la médecine moderne réplique-t-elle? Quelles sont nos armes aujourd'hui pour contrer ça? C'est là qu'on réalise à quel point ce virus est retors. Saviez-vous qu'il n'y a pas un, mais 6 types différents de virus Ebola identifiés par la science? Aujourd'hui, on va se concentrer sur les 2 plus marquantes dans le contexte actuel, la souche Zaïre et la souche Soudan.
La souche Zaïre, c'est un peu notre adversaire principal, celle qui a causé la plupart des grandes épidémies récentes. L'immense bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui des vaccins ultra efficaces et disponibles pour contrer cette souche précise. C'est une vraie prouesse. Par contre, pour la souche Soudan, c'est une autre paire de manches. Le combat continue et suite aux récentes épidémies, les agences de santé mondiale sont en pleine phase de test pour trouver un vaccin spécifique. La riposte médicale est donc un travail de très haute précision. Mais que fait-on pour les patients qui sont déjà malades ? Là aussi, l'arsenal médical s'est considérablement étoffé. Les médecins utilisent maintenant des thérapies par anticorps et elles ont vraiment prouvé qu'elles pouvaient faire grimper les taux de survie de façon spectaculaire dans certains cas. C'est un changement de donne total. Mais attention, la technologie de pointe ne fait pas tout. Les soins de base, ce qu'on appelle les soins de soutien, restent le nerf de la guerre. Mettre un patient sous réhydratation agressive ou réaliser des transfusions sanguines, ce sont des actes vitaux qui donnent au corps l'énergie indispensable pour encaisser le choc et combattre le virus. Quatrième et dernière partie de notre analyse, un historique des épidémies. Pour bien saisir l'importance cruciale de ces fameuses avancées, il faut jeter un œil dans le rétroviseur. Et l'histoire d'Ebola est jalonnée de moments extrêmement douloureux. On a parlé de 1976 et de sa découverte en RDC, un pays qui, pour info, a subi plus de 15 épidémies distinctes depuis. Mais le vrai point de bascule, le pic absolu de cette tragédie, s'est déroulé entre fin 2013 et 2016. L'épidémie a commencé en Guinée, avant de se propager comme une traînée de poudre en Afrique de l'Ouest, ravageant surtout le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le bilan final, plus de 11 300 personnes y ont laissé la vie. Et plus récemment, entre 2018 et 2020, la RDC a connu sa pire épidémie nationale avec près de 2300 décès. Ces dates et ces chiffres nous rappellent brutalement à quelle vitesse la situation peut échapper à tout contrôle. Mais voici la vraie leçon à retenir. La technologie médicale, aussi avancée soit-elle, ne suffira jamais à elle seule. Les experts en santé publique sont catégoriques là-dessus. Le véritable bouclier, la stratégie absolue pour prévenir le pire, repose sur des actions de terrain. On parle de repérer le plus rapidement possible le moindre cas suspect. On parle de l'isoler immédiatement pour casser net la chaîne de transmission. Et surtout, d'impliquer et de sensibiliser les communautés locales. Sans cette réactivité humaine et communautaire transparente, même le meilleur vaccin perdrait de son impact. Ce qui nous amène à une réflexion très sérieuse pour terminer ce tour d'horizon. On l'a vu, on connaît bien les mécanismes de ce virus. On comprend son cheminement, depuis la faune sauvage jusqu'à nous. Et la médecine, avec ses vaccins et ses thérapies par anticorps, n'a littéralement jamais été aussi bien armée. Pourtant, l'urgence sanitaire internationale déclarée par l'OMS démontre que la menace de débordement est toujours là, bien présente. Alors la question reste entière. Est-ce que cette alliance entre notre médecine ultramoderne, la détection précoce sur le terrain et l'engagement direct des populations sera vraiment suffisante pour bloquer la prochaine grande mutation virale avant qu'elle ne traverse les frontières? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque, une véritable course contre la montre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage.